Donc, on reçoit Alejandra Zaga Mendez, députée du Parti québécois pour Verdun. Euh, on a cette chance-là. Bonjour, Alejandra. Salut, ça va bien? Ben oui, merci beaucoup d'être là avec nous Oui, aujourd'hui. ça me fait un plaisir. Puis, si vous me permettez, j'imagine que c'est la fatigue. Moi, je suis députée avec Québec solidaire pour Verdun. Oui, pardon. Je pense pas que j'ai nommé les. Mais oui, donc, député de Québec solidaire dans Verdun. C'est juste Verdun, un nom de la circonscription. Oui, la circonscription, c'est Verdun. Je le disais, puis je sais souvent, il y a plusieurs mots dans la même circo. Là, j'étais comme, oh là là. Donc, on en parlait un peu plus tôt. Euh, de ton parcours, tu as un parcours particulier quand même, Oui. Alejandra. On partage quelque chose, on est tous les deux d'origine péruvienne. Ah, Moi, cool! juste à moitié, mais quand même. J'en suis très fier. Euh, Oui, moi aussi, intéressant. De quelle partie du Pérou est ta famille? de Lima aussi. Ok, cool. Ben, originairement de Chiclayo, qui Oui, est le Nord. ouais, du nord. Mais, Excellent. mais bon, ils ont, comme beaucoup de Péruviens, déménagé à Lima parce que c'est le cœur de tout là-bas. Exactement, exactement. Donc, je suis bien contente de pouvoir discuter avec une compatriote. Mais ça fait que tu as un parcours particulier parce que toi, littéralement, toi, tu as immigré ici. Oui. À quel âge tu as immigré déjà? Moi, je suis arrivée au Québec à 14 ans. Alors, OK, ouais. Donc, quand je même. suis péruvienne de naissance et je suis née au Québec en 2003. Je dis ça parce que quand on émigre pour différentes raisons, c'est un peu avoir comme une deuxième naissance, un deuxième début quand on arrive au pays. Alors, je suis passée par tout le processus d'accueil, intégration, apprentissage du français et québéquisation, si je veux dire, là. Donc, devenir québécoise, apprendre la culture québécoise, puis m'identifier aussi avec autant le Québec puis ses luttes par la suite. Un beau processus. C'est drôle. Là, je fais du personnel, mais je pense que c'est ça après 24 heures. Mais moi aussi, mon père est arrivé exactement à 14 ans, donc c'est très drôle. Wow! Ben, Euh, mais je trouve ça intéressant de faire du personnel. Je ne sais pas depuis combien de temps que vous êtes là, puis je trouve que c'est le fun de parler de nos parcours puis de nos histoires parce que c'est ça le Québec. Le Québec n'est pas homogène. Le Québec s'est construit par tous ces parcours-là, des jeunes qui sont nés, qui sont pas nés, qui sont arrivés à l'adolescence. Alors, je trouve qu'on est dans le sujet. On est dans le sujet quand on parle de ça. Tellement. Il y a une approche philosophie herméneutique même qui dit, dans le fond, apprendre à connaître la biographie de quelqu'un, c'est aussi apprendre à connaître ses idées. Hein. Souvent, on est comme un continuum entre ce qu'on a vécu et ce qu'on porte comme idée. Donc, Oui, mais je trouve ça, que ça résonne beaucoup chez moi ce que tu dis parce que je pense que c'est vraiment mon parcours qui m'a façonné, qui a fait en sorte que je fais des choix politiques. J'ai choisi la politique justement, toutes mes valeurs viennent de là, autant par le processus d'immigration, mais je ne sais pas si vous le savez, là, puis je peux me permettre de vous le partager, là, un processus d'intégration qui a été rempli d'obstacles et des difficultés, surtout économiques. ouais. J'ai eu l'opportunité de me confier un peu au Journal de Montréal, justement, il y a 2 semaines, en parlant que ma mère avait reçu de l'aide sociale pendant des années, vu qu'elle était malade, elle ne pouvait pas travailler, donc elle n'avait pas non plus toute la chance de finir rapidement ses cours de francisation. Donc, et puis tout ça a fait de moi une militante pour la justice sociale, une militante pour contrer les inégalités économiques, mais surtout pour préserver notre filet social. Parce que Mhm. c'est sans ce filet social que pardon, c'est ce filet social qui permet à des personnes comme moi et plusieurs autres, qu'on soit immigrantes ou pas, de s'en sortir puis d'avoir une chance au Québec de réussir. Puis moi, ça fait partie de mes fiertés québécoises, en fait, quand on parle de pourquoi on est indépendantiste, mais pourquoi on sent cette fierté-là, c'est parce qu'on a, je pense que le Québec, c'est cette terre d'opportunité puis d'égalité que nous avons construit, que moi, ce que je vois, puis c'est une des raisons de mon engagement, c'est que malheureusement, ce socle peut être attaqué et le projet indépendantiste peut être aussi une voie, selon moi, doit être une voie pour protéger ces socles communs qui donnent la chance à tout le monde de réussir. Ah, c'est beau à entendre. On aime ça entendre ça, ouais. Ouais, j'aimerais ça aller sur ça juste avant un petit truc personnel parce que
tu vas être la seule de la journée qui est vraiment une immigrante. Parce que c'est quelque chose, venir au Québec, adopter la culture. Je pense que, par exemple, tu sais, je vais donner l'exemple, mais mon père, moi, il est québécois. Il a appris le français à l'école, tout ça, loi 101. Bon, on fera pas tout ça, mais souverainiste, c'est moyen encore. Là. Je suis pas sûr que je vais ben, en tout cas, il s'en rapproche, mais il est pas encore. Fait qu'il y a un pas quand même entre dire devenir québécois, puis se dire même plus que ça, l'indépendance, c'est une voie qu'il faut suivre, une voie qu'il faut emprunter pour notre avenir. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à devenir indépendantiste? C'était tout un processus, puis je pense qu'on a un peu le temps d'aller en détail. Alors, la première étape dans l'immigration, c'est toujours l'intégration sociale-économique, c'est-à-dire parler la langue puis se trouver une job. Là. On va genre aller au but, là, c'est on parle la langue, on se trouve une job. Je pense que tous les immigrants qui arrivent au Québec, ça, c'est la première partie. Dans mon cas, il y a une intégration qui s'est faite aussi que moi, j'ai choisi, mais en même temps, c'est un peu dans mon milieu que moi, je parle cette inclusion par l'engagement. Moi, j'ai décidé de faire du bénévolat, de lever la main à l'école quand il y avait différentes activités, puis m'impliquer activement. Puis cette partie-là, c'est pas malheureusement ou c'est aussi conjoncturel. Toutes les familles immigrantes qui vont passer par le pas d'engagement social, tout comme on le voit ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas tous les jeunes qui s'engagent, c'est pas tous les jeunes qui militent. C'est la même chose. Il faut voir les mêmes choses pour plusieurs raisons. Manque d'accès aux ressources ou juste le fait de dire, ben ça a pris tellement d'énergie, juste apprendre la langue puis avoir une job que faire l'autre pas, c'est-à-dire s'intéresser à la vie sociale et politique. Des fois, c'est juste une question un devoir civique minimal, c'est-à-dire on vote, on participe, on discute, mais on ne va pas plus loin. Mais il y a aussi un tabou, moi je vous dirais, une pression que moi j'ai vécue, puis je vais vous donner 2 exemples. La première, que moi ça m'a surpris à mon arrivée, dès que j'ai commencé à m'intéresser un peu en politique, là, je pense qu'il y avait 16-17 ans, des gens m'ont dit, ici on vote libéral. Tu viens d'une famille immigrante, tu vas voter libéral. Et je pense que quand on m'a dit ça, je voulais comprendre, mais pourquoi? Pourquoi, dès qu'on arrive ici, on peut nous mettre dans une case et dire, voici ta destinée comme personne immigrante? Ça, c'est la première. Et la deuxième chose que moi, j'ai entendue dans ce processus de politisation, c'est tu n'as pas à t'impliquer parce que tu dois un peu, j'allais grossièrement, là, mais tu dois remercier un peu le pays que tu as accueilli et tu ne dois pas t'impliquer pour le changer. Et ça, je me le fais dire jusqu'à maintenant. Ça m'est déjà arrivé jusqu'à maintenant à croiser du monde de dire pourquoi vous venez dans ce pays-là, vous devrez vous tenir tranquille ou ne pas donner votre opinion. Ce qui est en contre, en fait, un processus d'inclusion par la citoyenneté dans lequel on veut que les gens qui arrivent ici, pas seulement se sentent chez eux par la langue de travail, on veut que pour faire partie de la société, bien, ils s'impliquent à leur façon puis qu'ils décident de la changer. Fait que moi, j'ai passé par ce processus-là malgré, comme vous dites, ces idées préconçues qu'on doit choisir un camp politique rapidement ou on ne doit pas aller plus loin. Et c'est quelque chose que peut-être il est inconscient, mais qui est là dans le discours. Une des choses que je fais beaucoup quand je vais dans des forums jeunesse avec des jeunes issus de l'immigration, ce que je dis, c'est qu'on a notre voix au chapitre. Quand on a cette voix au chapitre-là, on doit s'intéresser, puis quand on aime une société, même si c'est notre nouvelle société, une société d'accueil, bien, on s'implique puis on essaie de la transformer. Et moi, c'est avec cette vouloir-là cette souhait-là que j'ai commencé, par exemple, au cégep, à m'intéresser à la politique québécoise et j'ai milité avec des gens extraordinaires et qui m'ont introduit un peu aux différentes luttes que je ne connaissais pas. Moi, en 1995, j'étais au Pérou, j'avais aucune connaissance du Québec. Je ne parlais pas français. Fait que c'est vraiment au cégep, puis université, puis dans le mouvement social. Moi, je suis une fière carré rouge de 2012 et c'est à travers ces luttes-là que j'ai découvert autant l'histoire, mais le souhait de transformation et moi, c'est venu chez moi. L'angle, en fait, ça a été autant la lutte pour préserver notre filet social, notre système d'éducation, nos services sociaux, notre sens de l'accueil.
Puis l'autre angle, c'est l'angle décolonial, en étant moi-même d'origine pas seulement péruvienne, mais ayant dans ma famille des membres des communautés autochtones au Pérou. Moi, je trouve ça extrêmement arriéré avoir une couronne qui dicte et qui continue à préserver des systèmes coloniaux d'un autre siècle, et que je pense que le Québec est capable par lui-même de déterminer justement sa destinée. Et pour moi, cette destinée, c'est une destinée d'inclusion, de justice sociale, d'égalité par et pour les gens qui vont fonder ces pays. Plusieurs choses intéressantes dans ce que vous avez dit, dans ce que tu as dit. Qui vous a dit de voter libéral, puis que c'était la seule issue, c'était la seule chose à faire, qu'il fallait pas s'impliquer pour changer le pays ou quoi que ce soit? Différentes personnes, ça ne venait pas d'une seule personne, soit dans les rencontres familiales, d'amis, dans les mêmes communautés, soit dans l'école, où, ben moi, je raconte ça, là, moi, je suis allée à l'école secondaire à Henri Bourassa. Notre députée à ce moment-là, c'était Mme Lynne Beauchamp. Et donc, Montréal-Nord, il y a une grande présence du Parti libéral du Québec. Donc, dès que tu commences à t'impliquer, les premières personnes, puis je le vois maintenant de l'autre côté, moi je suis députée, donc dès que je vois des jeunes qui sont impliqués, je les rencontre, je les encourage. Fait que, donc, mes premières rencontres avec la politique québécoise, c'est fait par le député fédéral et provincial à ce moment-là, qui est M. Denis Coderre et Lynne Beauchamp à Montréal-Nord. C'était eux qui représentaient Montréal-Nord à l'époque où j'étais adolescente et impliquée. C'est ça. Donc, tu sens que la seule voie qui est devant toi est celle-là, mais en même temps, c'est en 2005, donc je viens de finir, il y a la hausse, pardon, c'est pas la hausse de frais scolaires en 2005, je m'excuse, c'est les coupures dans les prêts et bourses. En même temps, tu as un gouvernement libéral qui dit « Oh, je veux être accueillant, inclusif de tout le monde », mais de l'autre côté, on est en train de couper. On a coupé dans les prêts et bourses, on a haussé les frais de scolarité qui touchent justement les populations les plus vulnérables, qui me touchent directement en tant que femme, jeune femme immigrante. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une incohérence dans ce discours-là, d'être inclusif puis ouvert d'un bord, mais de l'autre côté, saccager des services sociaux qui vont justement toucher davantage les populations qu'on veut accueillir ou qui sont vulnérables. Alors, pour moi, c'est une rupture. Et c'est là, en même temps, que j'ai connu Québec solidaire. Quand je suis rentrée au cégep, j'ai vécu un autre épisode dans ma vie qui m'a formée. Moi, j'ai été justement dans l'école secondaire que j'ai fréquenté en arrière, c'était le parc où Freddy Villanueva a été tué par la police en 2008. Donc, je suis au cœur de mon implication. En même temps, j'avais 19 ans. Et, ce moment-là était extrêmement bouleversant. Puis, c'est dans la première personne, le seul député qui est venu nous voir, c'était Amir Kadir. J'ai rencontré Amir Kadir en 2008-2009. Puis par là, je veux dire, les militants. Donc, j'ai été accueillie dans une famille dans laquelle je me reconnaissais par mes valeurs sociales, par mes valeurs de justice sociale, les valeurs environnementales aussi que j'ai toujours eues. C'est aussi au cœur de ce que j'ai fait comme travail et études. Puis c'est en militant, comme je vous dis, puis en découvrant, puis en m'imprégnant de la culture québécoise puis de l'histoire que je suis devenue indépendantiste. Moi, je ne peux pas vous dire qu'en 2008-2009, je l'étais. Je pense que si vous m'avez posé la question, je ne l'étais pas. Je pense que c'est vraiment par le biais, puis en connaissant des gens comme Manon Massé, comme ma mère, comme Françoise David, que j'ai compris le sens d'une indépendance avec aussi un bagage de gauche, un bagage social, un bagage d'inclusion. Et c'est comme ça que je me suis reconnue dans le projet. Vraiment intéressant. Il y a quelque chose qui est quand même reconnu. Là, je vais parler de marketing politique. Là. Je sais que c'est pas populaire, mais ça reste qu'on en fait tous. Là. Le fait de se reconnaître dans les gens, ça rend le message qu'ils portent beaucoup plus... on devient plus perméable au message. Donc, quand on voit quelqu'un dans lequel on se reconnaît, qu'on reconnaît des choses en lui, c'est beaucoup plus facile pour nous après de l'écouter, de prendre ce qu'il nous dit, puis de l'appliquer dans nos vies. Puis je vois ça dans ce que tu me dis, que ce soit Amir Kadir, qui a lui aussi un parcours d'immigration, qui a des valeurs de gauche, donc qui peut parler à des gens qui partagent ces valeurs-là. C'est beau de voir comment ça fonctionne, hein, puis comment plus on est, puis plus on s'affirme, puis plus on s'affiche comme indépendantiste, mais aussi de gauche dans ton cas ou dans le cas d'Amir Kadir, bien, on peut rassembler des gens autour de nous. Je trouve que c'est un bel exemple là, que tu nous offres avec ton bagage.
Puis si je peux ajouter, c'est aussi être dans le dialogue. Ce que j'ai trouvé à ces moments-là, c'était vraiment une écoute des doutes, une écoute de pourquoi, de ton vécu. Je ne viens pas de la même place que mes collègues avec qui je siège en ce moment à l'Assemblée nationale. On a vraiment une diversité. Mais moi, ce qui est plus important, c'est de s'entendre dans nos parcours, puis dans nos dialogues, puis comprendre nos peurs, je veux dire, ou une peur, je dis peur parce que c'est normal, là, je veux dire, ça peut être les craintes ou c'est une émotion qu'il faut les reconnaître, la émotions, puis il faut peur. reconnaître, puis être dans les dialogues, puis n'est pas... puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut chérir de plus en plus dans tout mouvement social, puis j'inclus le mouvement indépendantiste, puis que je peux voir des fois perdre un peu. On perd des fois ces lieux des dialogues, puis des compréhensions, puis comme tu le disais tantôt, de se reconnaître dans l'autre, puis de bâtir des ponts. Quand on nous présente un projet, mettons, d'indépendance, un projet souverainiste qui est très cadré, il nous dit c'est comme ça que ça va se passer, puis vas-y, qui rentre et qui rentre pas. Mais c'est certain que comme des personnes comme moi, qui n'ont pas le même historique ou qui n'ont pas passé par le même processus, par exemple, de politisation qu'il y a des jeunes qui sont nés ici, bien, c'est certain que ça peut créer une barrière plutôt que de se mettre dans une posture d'écoute. Puis moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Moi, je représente Verdun. Verdun, 20% de ma population est anglophone, historiquement anglophone. Puis je le sais, j'en ai eu souvent des échanges une séparatiste, parce que c'est le mot que des fois on peut utiliser, et qui êtes-vous? Puis je leur dis tout le temps, ma façon de répondre, c'est de dire, moi, je suis ce que je suis. Et ça, je ne vais pas le changer. Ceci étant dit, j'ai le goût de travailler avec vous, puis j'ai le goût de vous entendre, puis j'ai le goût qu'on développe une relation, parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse au fond, peu importe ce qu'on a de vision sur l'indépendance, c'est de transformer notre société. Alors, moi, ça, c'est mon socle commun, quelqu'un qui a le goût de s'impliquer ou qui a le goût de m'approcher. Et peu à peu, puis on va se respecter un peu dans nos visions, mais on crée ce lien de confiance. Ça m'arrive, moi, d'être en contact avec des personnes qui peuvent être taguées ou mis de côté comme étant des fédéralistes canadiens finis, mais que je respecte, que j'utilise l'étiquette, mais des personnes que je respecte énormément parce qu'en fin de compte, que je peux avoir ce dialogue-là. Puis moi, je pense que ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas... ça ne veut pas dire que ça va arrêter dans les ambitions ou dans le travail, mais ça va peut-être créer des ponts puis du respect le temps venu pour être capable de rassembler le plus de gens possible. Bien, on travaille, nous aussi, on fait ça, mais on travaille à plusieurs échelles. Hein. Il y a tout un travail, c'est un continuum, hein, l'indépendance. Nous, on le dit tout le temps, là, on n'est pas dans la... On le disait avant que tu arrives, d'ailleurs. On n'est pas dans la pureté idéologique, ça n'a pas d'intérêt. Puis je pense que c'est vraiment pas la bonne attitude pour convaincre des gens d'adhérer à un projet. Fait que là, autant il y a des gens qui sont extrêmement convaincus, il y a des gens qui ont peur. Puis juste de faire ce travail-là, de montrer que non, par exemple, avec la communauté anglophone, moi j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont anglophones. Puis à l'époque, c'était avec le projet de loi du gouvernement de Legault là, sur les services en soins de santé en anglais. On peut être d'accord ou pas, mais l'idée, c'est que elle m'a écrit vraiment, là, parce que je suis sa référence politique au Québec. Oui, elle m'a écrit, puis elle m'a dit, mais là, Nando, est-ce que je pourrais plus parler à mon médecin en anglais? Puis là, j'étais, ouf, OK, peut-être que là, c'est un peu... il y a peut-être un manque d'information. Puis là, ça cause beaucoup de peur. Puis là, elle se dit, voyons donc que je vis dans cette province-là, tout ça. Fait que là, j'ai dit, ben non, mais écoute, tu peux trouver de l'information sur tel site, tout ça. Juste pour montrer que même ce travail-là, même si on ne va pas les faire voter oui, peut-être, là, ou peut-être que oui, mais tu sais, bon, peut-être qu'on ne se rendra pas à les convaincre de voter oui, mais juste d'abaisser ce niveau de stress-là, juste pour qu'on puisse être en harmonie, qu'on puisse avancer ensemble si jamais on décide de voter oui collectivement. Fait que ces gens-là, ils se sentent aussi qu'ils ont leur place dans le pays qui s'en vient, puis qu'il ne va rien se passer de dramatique. Ils vont encore avoir leurs institutions, ils vont encore avoir je pense toutes sortes de droits garantis. Puis je trouve ça le fun que toi, tu vis ça, dans le fond, dans ta circonscription. Bien sûr, puis je pense que ce que je continue à défendre, puis justement, des fois en commission parlementaire, je vais le faire, de dire les personnes qui sont historiquement anglophones, des Québécois d'expression anglaise, ils ont des droits. Puis pour moi, un projet d'indépendance reconnaît ces droits-là
Il ne va pas aller bafouer des droits des personnes. Puis dans le sud-ouest, là, juste pour donner un exemple, le pont Victoria, ici dans le sud-ouest, a été construit par des immigrants d'origine irlandaise. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont mortes, en fait, qui sont mortes en construisant ces ponts-là que nous utilisons chaque fois. C'était des ouvriers. Qu'à ce moment-là, on n'avait pas la loi 101. À ce moment-là, on n'avait pas de socle d'inclusion par la langue. C'était des ouvriers qui ont bâti Pointe-Saint-Charles et Verdun et que c'est la sueur de leur travail. Donc, les personnes qui aujourd'hui, dans ces communautés-là, parlent anglais, c'est les petits-enfants de ces personnes-là. Donc, je pense que pour moi, il y a un lien à créer basé sur l'exclusion sociale et des classes que plusieurs personnes ont pu vivre, puis de ramener sur le fait qu'ils ont un lieu puis une place dans ce pays ou dans ce projet indépendantiste, tout en respectant leurs droits linguistiques, parce qu'ils ont créé ces communautés-là en anglais, elles vont continuer, puis ils vont avoir le droit d'avoir des soins puis des écoles. Et moi, je visite mes écoles anglophones, puis je parle avec eux, puis ils me disent, on n'a pas souvent des députés indépendantistes qui venaient nous voir, avec lesquels ça vient me chercher quand on coupe des fonds dans mes services publics, aussi anglophones, parce que ces enfants-là, ben, ils ont le droit à l'école. Puis juste le faire montre qu'on a une ouverture, puis on se bat pour justement un filet social qui est là pour tout le monde. Pour moi, ça, c'est le rêve québécois. Pour de vrai, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est ça la base de notre choix comme société, puis qu'est-ce qui est unique au Québec. Et dès qu'on abandonne même ces personnes-là en disant « Ah, c'est une école anglophone, s'ils coupent, je m'en fous », on ne peut pas faire ça. Il faut se battre pour moi, pour le filet social pour tout le monde. Et en plus, que dans les communautés anglophones, moi, ce que je vois, c'est quand même une plus grande disparité économique, là. Quand les personnes viennent d'un milieu pauvre anglophone, sont plus pauvres qu'une personne vivant la pauvreté dans le milieu francophone. Il y a un plus gros taux de chômage chez les Québécois d'origine anglaise, d'expression anglaise, que chez les francophones. C'est prouvé. Alors, puis il y a un grand enjeu parce qu'on ne donne pas assez de ressources dans la francisation. Parce que oui, au Québec, puis ça, tout le monde, je pense qu'on doit le respecter, puis le respecte aussi, la langue de travail demeure le français et on doit lutter pour que ce soit ça. Mais pour ça, il faut donner des opportunités, du financement pour que tout, autant allophone, anglophone, francophone, on a tous le même accès à ces milieux de travail en français et il faut des ressources en francisation. Moi, c'est ça que je vois dans mes relations avec la communauté anglophone. Très intéressant. Ah, vas-y, Marc-Antoine. Oui, très intéressant, mais avais-tu une question sur ce sujet-là, Nando? Sinon, j'allais parce passer à la place de Québec solidaire dans le camp du oui. OK. Ben, tu Mais me je suis pas, oui, ben oui. Ça, Ben oui, absolument. C'est quelque chose qui est pas connu. Puis moi, je l'ai vu souvent quand je parlais justement avec des membres de ma famille. Puis, la garantie des droits des minorités anglophones, tu sais, dans le projet de constitution de 95, c'est écrit noir sur blanc, là. On va conserver les mêmes droits. Je suis convaincu que peu importe le prochain référendum, la chose va être réinscrite et bien claire. Donc, puis c'est là où je veux aller. Je pense que c'est une fierté, puis ça devrait être une fierté. En tout cas, la minorité anglophone au Québec est bien traitée. Moi, je crois de façon générale, là, quand même. Ses droits sont bien protégés. Elle a des institutions fortes, des institutions qui marquent notre territoire, qui marquent notre histoire. Et c'est bien comme ça, mais ça peut être aussi un symbole de fierté. Tu sais, les Québécois, on a vécu le colonialisme, on a vécu l'oppression, on a vécu la position minoritaire. Je suis convaincu qu'on est capable de se mettre à la place des autres, puis on ne veut pas leur faire vivre ça si jamais on a un pays. Puis ça, il faut que ça soit dit. Je pense que ça vaut la peine qu'ils l'entendent. Je suis convaincu qu'au fond de nous-mêmes, on va préserver ces droits-là. Puis si c'était répété et dit, peut-être que ça calmerait parfois des gens qui peuvent avoir peur du projet. Oui, je comprends. Je voulais le dire parce que moi, je vis au quotidien. Je suis aussi en partie italien, là, fait que ça fait que j'ai une partie de ma famille qui est italienne. Donc là, eux, ça leur fait peur souvent là, d'entendre le Québec un pays francophone, tout ça, parce qu'ils se sont malheureusement, en tout cas, ils se sont assimilés à la minorité anglophone. Mais ça vaut la peine de dire, puis ça va être une source de fierté. Puis je le sais, ça va être une source de fierté pour tous les Québécois de se dire, on a ces institutions-là, on a ce peuple-là qui arrive à prospérer, à exister en statut minoritaire. Et voilà. Je te laisse la parole, Marc-Antoine. Je pense que ça valait la peine de dire, mais c'est parce que je trouvais ça beau comment t'en parlais. Puis toi, tu as la chance de vivre
cette minorité-là au quotidien, dans le fond, dans ta circonscription, ce qui est pas commun dans l'ensemble du Québec. Puis c'est pas une réalité que tout le monde peut comprendre parce que c'est très montréalais quand même. Là. Puis c'est pas commun. Pas seulement montréalais. Non, c'est Esprit, pas puis juste Gaspésie, montréalais, c'est mais pas juste montréalais, mais il y en a partout au Québec, en effet. Puis moi, je le vis dans les institutions puis dans les groupes aussi qui sont implantés et organisés dans le sud-ouest de Montréal. Oui. Absolument. Par rapport à Québec solidaire, puis on va partir avec une question large, puis on aura le temps de creuser un peu plus si on a le temps. Quelle place devrait prendre, selon toi, Québec solidaire dans le camp du oui? Mais d'abord, il faudrait qu'il y ait un camp du oui. Commencer par ça. Après, nous, on a toujours été, depuis la fondation, des indépendantistes. Donc, pour moi, la place à prendre dans son mouvement souverainiste, parce que pour moi, la façon que je vois le camp du oui, puis ça, c'est personnel, là, c'est un mouvement. Puis un camp du oui existe si seulement il y a un référendum. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un référendum, puis on va appeler au vote oui ou non. Mais le mouvement indépendantiste et souverainiste existe au-delà de l'arrivée ou pas à un référendum. De notre côté, on a toujours vu le processus qui arriverait à un référendum ou qui nous donnerait cette chance de voter oui pour un pays, d'abord et avant tout un processus démocratique par l'Assemblée constituante. Donc, le rôle que nous, on a, c'est faire d'abord la promotion de cet outil, que moi, je chéris beaucoup, puis ça, c'est aussi mes racines latino-américaines, dans lesquelles plusieurs pays ont passé à travers un processus comme ça et qui nous permet véritablement d'écrire une constitution par et pour le peuple. Pas comme ce que la CAQ est en train de nous présenter, je ne sais pas, on ne va pas avoir le temps d'aller là, mais qui nous permet, entre autres, de faire et de dire et de discuter toutes les choses qu'on vient de se dire, les peurs, les craintes de certaines communautés, montrer des exemples d'inclusion, montrer que c'est possible de construire ça tout le monde ensemble. C'est ça l'objectif d'une constituante. Qui peut prendre du temps, oui, mais qui donne les outils législatifs nécessaires pour déposer une constitution du Québec et pour que les gens choisissent oui et qu'ils disent oui à cette constitution. Donc, nous, notre rôle dans ces grands camps, dans ces projets, c'est d'abord avant tout faire la promotion de cet outil-là et de le saisir. Et en arrivant, je pense qu'au camp du oui, de représenter qui nous sommes. Dans le monde écologie indépendantiste, il y a une panoplie de visions, mais pour nous, c'est qui nous sommes, ça a toujours été clair. On est des écologistes, on est des inclusives, on est du monde de la gauche politique, c'est-à-dire qui voit dans la création d'un pays une opportunité de lutter contre les disparités économiques, de se donner tous les outils aussi pour protéger notre environnement, protéger notre langue. Et la clé de voûte aussi, c'est la négociation, voire la co-création de ce pays-là en co-construction avec les Premières Nations, là, vraiment. Donc, si j'imagine un processus, puis notre rôle là-dedans, c'est passer par l'Assemblée constituante, d'avoir une co-création, donc un rapport nation en nation avec les nations autochtones et les Inuits qui sont sur nos territoires. Ils sont sur le territoire qu'on partage, en fait, qu'on partage avec eux, elles, et par la suite amener dans cette constitution, parce qu'on voterait sur, si on se projette, on voterait sur une constitution au pays, des droits économiques, sociaux, inclusifs, qui se retrouveraient là, qui feraient du Québec le pays le plus vert et le plus juste au monde. Puis je fais un parallèle avec ce qui s'était fait en Équateur, en Colombie, qui ont les constitutions les plus progressistes de l'Amérique, dans lesquelles on reconnaît à un point là, les droits des peuples autochtones, les droits à l'environnement, les droits de la nature, des droits au logement, ce type de droits-là qu'on peut aller inscrire puis faire de nous, de le voir comme un tremplin justement pour venir rompre, pas seulement, extrêmement important de rompre avec le colonialisme britannique, rompre avec des institutions historiques qui ont créé autant de torts, pas seulement au peuple québécois, au premier peuple, mais d'avoir une page qu'on peut écrire ensemble. C'est comme ça que je vois notre rôle. Absolument. Puis moi, je vous suis à 100% là-dedans, dans la mesure où, peu importe la méthode d'accession à l'indépendance, moi, je vais voter oui, que ce soit un référendum sans constituante ou une constituante, peu importe, je veux un pays. Et je vais vous poser la question à 100 $. Peut-être qu'on va pouvoir se laisser par la suite. On ne veut pas abuser de votre temps.
Il y a des gens qui disent que Québec solidaire met des conditions à l'indépendance. Moi, c'est pas ce que j'entends la plupart du temps. J'entends des indépendantistes qui ont une vision d'un projet de société, certes, mais qui sont des indépendantistes, puis qui veulent l'indépendance, puis qui savent que leur projet de société peut pas aboutir dans un Québec-province à l'intérieur du Canada qu'on connaît. Euh, Est-ce que vous mettez, vous, des conditions, puis je parle à toi personnellement, là, est-ce que tu mets des conditions? Là, disons que Paul Saint-Pierre Plamondon gagne les élections. C'est un scénario probable. Fais un référendum. Est-ce que tu votes oui sans hésiter ou tu te questionnes avant de voter oui, puis tu n'es pas sûr, puis peut-être que tu vas voter non au final? Moi, je pense que tous les Québécois ont, moi, je dirais pas des conditions, ils ont des attentes. Moi, je pense que, je dirais pas des conditions, mais j'ai des attentes. Comme tous les Québécois, puis comme tous les indépendantistes. Ce serait faux de dire qu'on n'en a pas. Parce qu'on en a tous une couleur politique, on a tous des valeurs de ce qu'on veut, ce qu'on aimerait que ce pays-là devienne. Et que ce sont nos attentes. Fait que oui, moi, j'ai des attentes. Est-ce que ça va venir jouer ou pas sur un vote? Je pense que, d'où le fait que c'est ce qui est difficile avec juste un vote référendaire sans un processus constituant, c'est qu'il n'y a pas de lieu pour exprimer, débattre de ces attentes-là. Ouais. Donc, c'est sûr que si c'est un processus comme ça peut venir refroidir des gens qui ont besoin d'exprimer ces attentes puis se dire, moi, mon pays, je veux que ce soit ça. Je veux pas X et Y. Fait que, non, moi, j'ai pas des conditions pour voter oui, mais j'ai des attentes politiques, sociales, écologistes, et que je pense que dans un camp, oui, ou encore une fois, je vais plus largement, là, dans ce mouvement indépendantiste, il doit y avoir les lieux pour les débattre et de chercher des consensus. Et peut-être qu'il peut y avoir des points de rupture et il faut juste être capable de vivre avec. Là. Fait que c'est comme ça que c'est ça ma vision. Formidable réponse. Merci beaucoup pour ça. J'espère que votre message va être entendu. J'ai vu beaucoup de bons commentaires à votre égard dans le chat. Je veux en afficher au moins un. Beaucoup de gens qui vous remercient, qui trouvent votre parcours exceptionnel. Puis des fois, on entend beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, mais là, on a un super beau commentaire qui dit « J'ai vu œuvrer Madame Zaga Mendez dans les commissions particulières à l'Assemblée nationale et elle fait un très bon travail, bravo. » Donc, je trouvais que c'était un très beau commentaire pour vous. On entend beaucoup de négatifs des fois sur les médias sociaux, donc ça fait du bien de voir des beaux commentaires comme ceux-ci. Ben, je vous remercie. J'ai vraiment eu du plaisir. Je sens que c'était un peu bâton rompu. Là. Moi, peut-être on ne se connaît pas souvent, mais j'aime beaucoup, j'aime cette spontanéité, j'aime l'authenticité qu'elle pouvait amener aussi. Puis j'apprécie aussi que ce soit dans le dialogue, puis qu'on s'écoute, puis qu'on voit justement toutes les voix qui sont dans ces mouvements-là. Puis comme je disais, il y a des moments dans lesquels on ne va pas être d'accord, puis c'est correct, puis il faut qu'on se le dise. Clairement, le débat peut avoir lieu, puis nous sommes les premiers. Là. Il y a des lieux dans lesquels on se rencontre, puis des lieux qu'on ne se rencontre pas avec d'autres partis indépendantistes au Québec. C'est ce qui se passe, c'est normal. Fait que je pense que pour le moment, c'est important, mais aussi d'être capable de voir, comme je dis, les attentes de chacun, mais les visions qu'on est capable de porter, puis la nôtre a toujours été claire à cet égard-là. Ben, merci beaucoup de votre passage, puis je souligne également votre contribution au livre qui fait dire oui. Ça ne date pas d'hier, vos convictions indépendantistes. Vous êtes une militante exceptionnelle pour le camp du oui. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. On se reparle bientôt. Bye bye. Merci Alejandra. Exceptionnel. Merci beaucoup. Ouais, un très beau moment. Donc, Ah oui, on est chanceux de l'avoir reçu. C'était vraiment touchant de vous entendre les deux partager sur votre parcours. Ça fait du bien. Moi, je l'ai toujours dit, de voir des Québécois, des Québécoises issus de l'immigration qui choisissent le Québec puis qui font même le pas à voter oui. Je trouve ça exceptionnel. Ouais, moi, je trouve ça le fun. Puis, comme je le disais, j'étudie beaucoup de marketing depuis quelques temps, puis je le vois. C'est quand même reconnu. Puis Camille, puis il y a beaucoup d'organismes qui mettent ça de l'avant. Ils l'approchent pas d'un point de vue capitalistique comme moi je peux le faire, mais l'idée reste fondamentalement la même. C'est-à-dire que quand on peut se reconnaître dans les gens qu'on voit, on a plus de chances d'accepter leurs idées, d'être ouvert. C'est comme ça, c'est la nature humaine, puis c'est normal, puis faut pas juger ça. Donc, on a des représentants qui sont différents, qui portent des valeurs différentes. Moi, je trouve ça essentiel. Puis tout le monde le sait, là. Je veux dire, j'étais sur le conseil exécutif du Parti québécois. J'étais là quand, des fois, le PQ et PQS, ils s'insultent, ils se balancent des trucs ensemble.
Il y a des choses que j'ai vues que j'ai pas aimées, mais fondamentalement, là, chacun a un rôle à jouer. Chacun doit parler à son monde, puis chacun doit rassembler le plus possible dans son camp. Fait que moi, je pense que... Puis des fois, j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être... Mais des fois, j'ai l'impression, je sais que ça va... Pour rassembler son monde, ben, il faut un peu attaquer l'autre. Puis là, ça devient une question... ça devient une question compliquée, puis ça devient difficile, mais je suis content qu'on ait des espaces comme Génération Oui où on peut baisser la tension, discuter, ouvrir des dialogues, puis aller au fond des sujets. Il y aurait plein de sujets que j'aurais aimé aborder. J'ai bien hâte de voir, parce qu'à la fin, elle parlait un peu de la démarche, puis on a tous hâte de voir le livre bleu, évidemment. Mais ceux qui font des concours de perfection là, ou de sainteté idéologique, là, de pureté idéologique, moi, là, j'ai été frappé quand j'ai lu le livre de Vincent Geloso. J'en ai fait l'analyse. Mais à un moment donné, là, il dit même il faudrait envisager d'accepter une monarchie québécoise indépendante. OK? Moi, quand j'ai lu ça, là, ça venait me chercher loin en maudit parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est la monarchie. Je vous le dis, là, ça vient me chercher loin. Puis je me suis posé la question, puis ça m'a fait... C'est quoi, justement, c'est bien posé par Alejandra, c'est quoi mes attentes envers l'indépendance? Moi, j'en ai une attente, c'est qu'on se débarrasse de la monarchie. Puis là, au final, ma conclusion, c'est que moi, je serais même prêt à accepter un pays avec une monarchie. C'est ça qu'il faut, genre, je dirais oui. Ça me ferait profondément chier, mais je suis prêt à aller jusque-là. Mais je peux respecter, là, parce que j'étais vraiment sur le bord de dire non, ça, c'est pas possible. Fait qu'on a tous des degrés, puis on a toutes des attentes, puis c'est correct. Je suis pas en train de dire qu'il faut... tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut. Puis, tu sais, c'est pas ça que je dis. Il y a un projet, il va y avoir un plan. Puis, à la fin, la démocratie va trancher sur c'est quel plan qu'on doit respecter. Mais on peut aussi avoir une étape où on s'écoute, on essaie de comprendre, où on accepte de se remettre en question. Puis, on écoute les attentes légitimes de tout le monde. Puis ça, je pense qu'elle l'a bien présenté. Puis je suis très content que cette discussion-là ait lieu. Donc, il y a des attentes qui peuvent être émises. Puis, c'est légitime d'avoir des attentes différentes. Puis on va se battre tous ensemble pour que, à la fin, 50% plus 1. Puis c'est pas en insultant puis en rejetant le monde qu'on va y arriver. Je comprends que des leaders politiques le fassent, puis c'est même sain quasiment. Là. Moi, je suis prêt à dire ça, puis on pourra en discuter, mais nous, on n'a pas à le faire. On est des citoyens, on est là pour notre bien. Puis je vois pas pourquoi je devrais embarquer là-dedans. Voilà. Très bien dit, Nando. Tu as tout résumé.